Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live de l'ADI. On lance aujourd'hui une nouvelle série d'émissions qui s'appelle Regard sur l'écho. Une série d'émissions au cours de laquelle nous recevrons régulièrement un grand témoin qui nous partagera son regard sur l'économie, sur la création d'entreprises. Et pour lancer, inaugurer cette nouvelle série d'émissions, nous recevons le président de l'ADI, Frédéric Lavenir. Bonjour. Bonjour. Frédéric Lavenir est président de l'ADI depuis septembre 2016, mais il est à l'ADI depuis les débuts de l'association. Il l'a vraiment connu au tout commencement. Il a été notamment vice-président pendant plus de 15 ans de l'ADI. Et donc aujourd'hui, Frédéric Lavenir, on va vous questionner sur votre regard sur l'économie, sur la création d'entreprises. Donc vous avez connu l'ADI il y a 30 ans, à ses débuts. Aujourd'hui, le monde, la société, l'économie ont vraiment beaucoup évolué. Est-ce que l'ADI a encore sa place ? Je crois que l'ADI a sa place plus que jamais. Bonjour à nouveau à toutes et à tous. Je suis très heureux d'inaugurer cette série d'émissions, mais surtout très heureux d'avoir l'occasion d'échanger avec vous. Alors, j'ai prévu de vous dire quelques mots sur cette question importante, qui est la place de l'ADI dans l'économie et la société aujourd'hui, mais surtout de répondre aux questions que vous pourrez avoir sur tout ça et sur d'autres choses, j'espère. Dans les 3 quarts d'heure qui viennent, on va prendre le temps d'échanger un peu. Alors, est-ce que l'ADI a toujours sa place? Évidemment, plus que jamais. Vous savez, il y a 30 ans, quand Maria Novak a créé l'ADI, l'idée selon laquelle créer son propre emploi était un mode légitime et économiquement pertinent d'insertion et de retour à l'emploi, ou tout simplement d'emploi, c'était quelque chose de très subversif, de très nouveau. Quand on est aujourd'hui en 2018, on a peine à imaginer ce que en 1990, 89, 88, l'opinion publique pensait de cela. Le travail indépendant, c'était des professions libérales, des commerçants, mais l'idée qu'on puisse créer son propre emploi, c'était pas quelque chose qui était au bout du jour. Alors, aujourd'hui, on est dans un monde complètement différent. Je voudrais vous en dire 2 mots, parce que je crois que c'est important d'essayer de comprendre ensemble et de savoir qui sont les clients de l'ADI et qui pourraient être aussi, et pourquoi l'ADI a sa place et son rôle à jouer, un rôle clé dans l'économie d'aujourd'hui, mais c'était pas celle d'il y a 30 ans. Et donc, ce qui était vrai il y a 30 ans, que Maria a porté, ça l'est aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est 100 fois plus ou 1000 fois plus, mais beaucoup, beaucoup plus qu'en 1990. Et je dirais qu'en 1990, l'ADI était toute petite. En 1995, elle n'était pas très grosse non plus. Et elle était énorme par rapport au potentiel tel qu'on pouvait le percevoir à l'époque. Et aujourd'hui, l'ADI est beaucoup plus grosse, mais elle est très petite par rapport au potentiel tel qu'on peut le percevoir aujourd'hui. Alors, pourquoi? Je crois que d'abord, l'économie a beaucoup évolué. L'économie s'est diversifiée considérablement. Les modes de production aujourd'hui reposent de plus en plus sur des chaînes de valeur, c'est-à-dire sur des successions de fournisseurs à clients, puis de clients à fournisseurs, de fournisseurs à clients, avec énormément d'intervenants, avec une part importante de la sous-traitance, avec, et je dirais que ça c'est le plus connu aujourd'hui, le plus évident, le développement de prestations de services via des plateformes qui recourent à des travailleurs indépendants. Et donc l'économie s'est éclatée en structures de plus en plus petites et de plus en plus nombreuses. Et le travail indépendant est devenu un mode d'emploi qui s'est considérablement développé. Alors, la conséquence de ça, évidemment, quand on la présente comme ça, c'est un constat, elle n'est pas toujours positive parce que ça crée beaucoup de situations d'emploi indépendant subis et pas choisis. Beaucoup de personnes aimeraient être salariées, l'auraient été dans le passé, et aujourd'hui se trouvent, parce que l'économie a évolué, dans une situation d'emploi indépendant. Il faut être lucide. Ceci correspond à la contrainte de l'économie telle qu'elle se développe. On peut considérer que elle va parfois un petit peu loin, on peut considérer qu'elle va parfois pas assez loin, mais en tout cas, pour beaucoup d'entre nous, c'est une situation qui impose.
un statut indépendant, alors qu'autrefois, il eût été salarié. Puis en même temps, pardon, c'est une expression qui est très à la mode, alors je l'emploie, mais je l'emploie parce qu'en l'occurrence, elle est tout à fait adaptée. En même temps, la société a évolué. Et à côté de ces emplois indépendants subis, qui correspondent à l'évolution de l'organisation productive, on trouve aussi beaucoup d'emplois indépendants choisis. Ce pas nécessairement les mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes, mais il est vrai aussi que par rapport aux rêves des gens de ma génération, ou plus encore de la génération d'avant, qui était d'entrer dans une entreprise à 18 ans, à 20 ans ou à 23 ans, et puis d'y faire toute sa carrière, on trouve aujourd'hui de plus en plus de jeunes, parmi vous tous, dont le rêve n'est pas celui-là, dont le rêve est d'avoir une vie plus diversifiée, avec peut-être plus de risques, plus de changements, mais également plus de diversité, plus d'autonomie dans l'organisation du travail. Et cette attente sociale, elle conduit aussi à une offre de travail indépendant beaucoup plus importante qu'avant, c'est-à-dire à un plus grand nombre de gens qui souhaitent tout simplement non pas être salariés dans une carrière et un statut, mais vivre indépendant. Alors, entre le travail indépendant subi, celui qui résulte de l'évolution de l'organisation de la production avec cette multiplication d'offres de travail indépendant, et le travail indépendant choisi de tous ceux qui ne souhaitent pas avoir un patron, préfèrent avoir des clients, tous ceux qui souhaitent gérer leur temps, eh bien tout ça construit une société et une économie dans laquelle le travail indépendant prendra une place croissante. Et dans cet univers, il y a bien sûr des gens qui sont armés pour ça. Ils ont la formation initiale, les réseaux, ils maîtrisent la langue, ils ont les moyens financiers pour se lancer, parce que quand on est en travail indépendant, ben, il y a, même pour les fonctions, même pour les métiers les moins capitalistiques, on a quand même besoin d'un peu d'argent pour démarrer. On a besoin d'acheter un premier stock, on a besoin de payer un pas de porte, on a besoin de créer un site internet, et donc on a besoin d'investir 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros quelquefois, et voire plus. Et lorsqu'on dispose de tous ces moyens-là, eh ben on est voilà, à l'aise pour entrer dans cette économie et pour mener sa vie dans cet univers dans lequel le travail indépendant est plus largement développé. Mais quand on n'a pas ces éléments-là, et c'est le cas de beaucoup de nos concitoyens, quand on n'a pas l'un de ces éléments-là, qu'on n'a pas l'argent pour démarrer, qu'on n'a pas les réseaux, ou qu'on n'a pas le savoir-faire ou la formation initiale, eh bien on est bloqué. Et c'est là qu'on trouve l'ADI. Bon, vous le savez tous, mais je crois que ce qui est important qu'on partage, c'est bien cette idée que le nombre de situations dans lesquelles l'ADI est nécessaire ou dans lesquelles l'ADI est utile est beaucoup, beaucoup plus important qu'il n'était il y a 10, 20 ou 30 ans et qui sera de plus en plus important. Et que donc, notre ambition, qui est celle, alors je parle aux salariés de l'ADI qui le connaissent, celle de notre plan stratégique, et pour ceux qui ne le connaissent pas, il est assez simple ce plan stratégique, il est comment faire pour toucher plus de personnes, comment faire pour que tous ceux qui soit sont amenés au travail indépendant, parce que c'est là que se trouve l'emploi, soit souhaitent le travail indépendant et qui, pour une raison ou pour une autre, financière ou d'accès à un savoir-faire, ne peuvent pas y accéder, faire en sorte que le plus possible de ceux qui sont dans celles qui sont dans cette situation-là puissent trouver la voie de création de leur propre activité. Et donc, nous sommes là pour ça. Et ce que nous faisons aujourd'hui, un peu plus de 20 000 prêts, comme vous le savez, eh bien, c'est très, très en deçà de ce que nous pourrions faire, mais de ce que nous devrions faire. Et je crois que c'est cette évidence qu'on doit partager. Lorsque nous n'y arrivons pas, ben c'est parce que nous ne savons pas trouver, impacter, toucher, convaincre des Françaises et des Français que c'est possible et qu'on est là pour les aider à le faire. Voilà. Alors, je pourrais être évidemment très long là-dessus parce que chacun de ces éléments, on peut les développer. Qu'est-ce que c'est le développement du travail indépendant? Qu'est-ce que c'est l'attente de ceux qui veulent créer leur entreprise quand ils sont dans l'emploi, quand ils sont et qui veulent prendre leur indépendance, ou quand ils sont sans emploi et qui veulent développer un emploi? On pourrait développer les aspects économiques, les aspects sociaux. On pourrait évidemment parler longuement des moyens que l'ADI met en œuvre pour essayer de toucher le maximum de personnes.
Mais je vais m'arrêter là parce que j'espère que vous avez des questions, soit sur ce que je viens de dire, soit sur ce que je n'ai pas dit. Il y a déjà des questions. Et quand je dis des questions, ça peut être aussi des accords, parce qu'on est là pour discuter, ou des commentaires, ou tout ce que vous voulez. J'essaierai de réagir et d'avancer ensemble. Il y a déjà des questions. Déjà, on peut saluer tous les auditeurs qui sont venus nous rejoindre. Vous êtes nombreux. Merci d'être aussi nombreux pour suivre cette intervention de Frédéric Lavenir. Alors, on va dire bonjour à David, Jérôme, Roland, Thomas, Robert, Adil, Stéphane, Jean-Luc. Il y a déjà des questions et des questions qui sont des questions pour aller plus loin dans le sens de ce que vous disiez. Donc, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'à la fois, il y a une augmentation du travail indépendant qui est liée à une hausse du chômage. Donc, c'est une réaction quelque part au chômage pour certaines personnes, et en même temps une hausse de l'envie d'entreprendre. C'est intéressant. Mais dans ces indépendants, ces nouveaux indépendants, il y a aussi des indépendants un peu de faux indépendants, donc des gens qui sont en situation d'être indépendants alors qu'ils voudraient être salariés. Est-ce que le rôle de l'ADI, vous pensez, peut être aussi sur cet aspect-là? Est-ce que l'ADI a un rôle à jouer pour empêcher l'expansion de ces faux indépendants? Alors, je crois que la question qui est posée est une très très bonne question parce qu'elle correspond à une réalité. Oui, il y a des faux indépendants. On le sait parfaitement, enfin des faux indépendants. En tout cas, des indépendants qui en réalité sont des personnes dépendantes et non salariées. En revanche, là où je vais vous dire que je vais répondre à la question, mais pas comme vous l'avez posée, c'est qu'on n'est pas là pour empêcher. L'ADI n'est pas là pour empêcher, elle est là pour aider. Alors oui, il y a des faux indépendants, et je crois que le rôle de l'ADI, par rapport à ces faux indépendants, il est double. D'une part, il est de jouer le rôle que l'ADI a toujours joué, d'alerte et de porte-parole. Hein, on a développé cette idée, ce rôle-là, et on va essayer de le développer de plus en plus, de nos clients auprès des pouvoirs publics. C'est ce que l'ADI a fait en début d'année avec le mégaphone. Avec le mégaphone, exactement. Et donc, tout ce qui, dans l'organisation de la production, dans le droit du travail, dans le droit social, fabrique des faux indépendants, ou plus exactement, fabrique des personnes dépendantes ne bénéficiant pas du minimum de protection sociale dont bénéficie tout salarié, eh bien, il faut que l'ADI identifie les difficultés, les points, et porte auprès des pouvoirs publics le message selon lequel, oui, il y a des insuffisances, des lacunes ou des dérives. Ça, c'est la première chose. Mais je dirais que c'est peut-être pas la plus importante, voyez-vous. La plus importante, c'est la deuxième. Elle est de faire en sorte que ces indépendants qui sont en fait dépendants ou en risque de le devenir, eh bien, nous les aidions à devenir vraiment indépendants. Et ça, c'est une responsabilité qui est une responsabilité de terrain. Parce que nous, à l'ADI, on n'est pas là principalement pour parler ou pour analyser. On n'est pas là non plus pour faire, je dirais, pour prendre des décisions politiques. On est là pour faire en sorte que la réalité telle qu'elle est, ben, elle soit meilleure. Et je vais prendre un exemple qui est bien sûr celui auquel j'imagine, enfin que vous avez en tête, c'est celui des VTC. C'est le plus emblématique. Je suis persuadé. Fred, pardon. Fred a une question d'ailleurs à poser effectivement sur les travailleurs des plateformes. Voilà. Bon, alors, les travailleurs des plateformes, on va prendre les VTC parce que ce sont ceux sur lesquels l'intervention de l'ADI et le rôle de l'ADI est probablement le plus évident. Pourquoi? Parce que il y a un investissement de départ et que cet investissement joue un rôle absolument central dans tous les conseillers qui ont travaillé avec des VTC le savent, j'ai eu l'occasion d'échanger, un rôle déterminant dans la qualité du plan d'affaires. C'est-à-dire qu'un travailleur, un VTC, qui démarre avec une seule plateforme, sans avoir la capacité éventuellement de les mettre en concurrence ou d'aller chercher d'autres plateformes. Parce que toutes les plateformes ne sont pas équivalentes, n'est-ce pas? Elles sont ni équivalentes en termes de tarifs, ni équivalentes en termes de statut du VTC. Hein. Donc, qui démarre avec une seule plateforme, en se mettant en situation de dépendance à l'écart de la plateforme, et sans capacité de construire progressivement ou de développer sa propre clientèle, et qui durablement, sur un plan de financement extrêmement lourd, démarre en situation de quasi déséquilibre, est un travailleur pauvre, et un travailleur pauvre qui va rester un travailleur pauvre et dépendant durablement. Et celui-là, c'est celui pour lequel probablement il faut que les pouvoirs publics fassent en sorte qu'il ne reste pas dans un statut totalement précaire,
Mais pour ce qui concerne l'ADI, c'est celui-là qu'il faut aider à devenir un travailleur plus indépendant et plus autonome, en le formant, en lui permettant d'avoir au démarrage un plan de financement adapté. Et par exemple, le meilleur conseil, c'est pour en avoir parlé, c'est souvent de dire n'achetez pas votre voiture, même en leasing. On commence par louer. Deuxièmement, quand on achète, on le fait avec un plan de financement sur une durée et avec un niveau de taux d'intérêt qui sont compatibles avec la génération d'un revenu suffisant et pas en se surendettant de manière déraisonnable et en courant après le revenu le plus modeste. Donc, notre rôle, c'est de prendre l'économie des VTC, par exemple, ou l'économie des plateformes, de l'analyser et de proposer aux travailleurs des plateformes l'aide en formation, en accompagnement, en financement, en appui technique de toute nature, enfin je dirais que là l'imagination est libre, pour faire en sorte que ce travail indépendant soit véritablement un travail qui permet de monter, de grandir, et pas quelque chose qui, au contraire, écrase. Et ça, c'est une responsabilité qui est la nôtre. Et là, je parlais tout à l'heure dans ma petite analyse générale de travail indépendant subi. Bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, pour les travailleurs des plateformes, en tout cas ceux qui sont à plein temps, hein, il y a plein de travailleurs des plateformes, hein, et là encore, il ne faut pas généraliser, mais les VTC à plein temps, il y en a beaucoup qui sont en travail indépendant subi, pas tous, je le répète, et ceux-là, eh bien, ils existent, on ne peut pas les annuler, les supprimer, en faire disparaître, les transformer en salariés, ils sont là. Et notre responsabilité, à nous, à l'ADI, c'est de prendre la réalité telle qu'elle est et de faire en sorte qu'elle soit meilleure et pas moins bonne. Et nous avons à leur apporter énormément. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi, et je passe un peu de temps sur ce sujet parce que je sais qu'il est difficile, qu'il est polémique, qu'il est parfois difficile à accepter. Mais je crois que ce n'est pas vis-à-vis des plateformes que nous avons une responsabilité, nous n'en avons aucune. En revanche, vis-à-vis des travailleurs des plateformes qui sont là, nous avons une responsabilité et je crois qu'il nous revient de l'assumer. Quand je disais qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de clients potentiels qu'avant, par exemple, les travailleurs des plateformes, à commencer par les VTC qui font au départ ce lourd investissement d'un véhicule, parfois dans des conditions tout à fait inappropriées. Et c'est à nous de leur dire et de leur éviter les erreurs au départ. Est-ce que finalement, dans ce que vous dites, Frédéric Lavenir, ce qu'on comprend, c'est que le rôle de l'ADI, c'est pas de faire de ces travailleurs indépendants des entrepreneurs, et qu'être travailleur indépendant et être entrepreneur, c'est pas tout à fait la même chose? Est-ce que si, le rôle de l'ADI, c'est d'en faire des entrepreneurs. Voilà. Exactement. Enfin, c'est ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure, c'est d'essayer de faire en sorte que leur indépendance ne soit pas un mot vide de sens, hein, mais que ce soit un mot qui corresponde à une réalité. Alors là encore, il ne faut pas être totalement idéaliste. Bien sûr qu'un travailleur de plateforme a une forme de dépendance à l'égard d'une plateforme, mais c'est pas la même chose d'abord de l'être à l'égard de 2 ou 3 plateformes, d'être capable d'arbitrer vers celle qui offrira les meilleures conditions, et c'est aujourd'hui plus possible qu'avant, parce qu'il y a une moindre disponibilité, il y a beaucoup moins d'offres de conducteurs, et les plateformes se les disputent. Et puis c'est surtout de construire le plan de financement, l'organisation du temps, le mode de construction de la clientèle propre, qui lui permettent d'être réellement sur un chemin d'indépendance et d'autonomie, c'est-à-dire dans un esprit entrepreneurial et pas dans un esprit d'indépendance et de passivité. Alors, c'est facile à dire en général, chaque cas est un cas particulier, évidemment que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais la réalité est bien celle-là, c'est que parmi tous ces travailleurs de plateforme, il y en a qui effectivement sont sur des chemins d'entrepreneurs indépendants, et puis d'autres qui sont dans des situations de dépendance plus durables, et malheureusement, bien évidemment, ce sont ceux dont le niveau de formation, dont le niveau d'insertion dans la société, dans l'économie sont les plus faibles, qui sont les plus vulnérables. Et c'est précisément vers cela que nous devons aller pour les aider à être à égalité des chances avec ceux qui sont mieux armés au départ dans leur évolution professionnelle. D'accord. Et ça, l'ADI le fait avec des formations, avec l'accompagnement? Oui, on a commencé à investir. Je pense qu'un certain nombre des auditeurs qui sont présents le savent mieux que moi encore, à investir. Et vous savez également, pour ceux qui sont dans la maison et pour ceux qui n'y sont pas, je vous le dis, que personnellement et plus largement toute l'ADI est mobilisée pour s'adapter. Alors ça, c'est une discipline interne, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'adapte aussi. Hein. Ça n'existait pas il y a 30 ans, et même il y a 10 ans. Donc, il faut qu'on adapte notre offre de formation, il faut qu'on adapte le type d'accompagnement à ces nouveaux publics,
dont les besoins sont un peu différents de ceux d'un créateur qui débarque en disant j'ai une bonne idée, je voudrais la développer. Alors là, il y a certains types de conseils, certains types d'accompagnement. Là, c'est différent. J'ai un travail, j'ai une plateforme, j'ai des clients, mais j'arrive pas à boucler ma fin de mois parce que tout m'est pompé d'un côté par la commission de la plateforme et de l'autre par la mensualité du leaser ou du prêteur. Et donc là, on a quelque chose à construire, à inventer, et on est en train de le faire. On est déjà, je crois, bien armé et on essaye d'être de mieux en mieux armé pour appuyer, aider ces travailleurs indépendants, travailleurs de plateforme qui sont dans cette situation nouvelle créée par la nouvelle économie. Des créateurs d'entreprises, il y en a qui nous regardent. Je salue Alexandra qui nous dit qu'elle a pu créer son projet alors que les banques n'ont pas pu la financer. Peut-être Alexandra, as-tu fait l'objet d'un accompagnement et ton témoignage peut être intéressant. Donc n'hésite pas à nous donner plus de détails et sur ton projet et sur peut-être l'accompagnement que tu as pu avoir auprès de l'ADI. Un accompagnement qui, à l'ADI, est fait avec notamment avec l'aide de bénévoles. C'est Christian qui remercie les bénévoles qui sont aux côtés des salariés. Ils ont un rôle en particulier. Pouvez-vous parler un petit peu du rôle des bénévoles? Alors ça, c'est sur aussi ce fameux accompagnement. Ça, c'est aussi une grande transformation. Je vais vous parler du rôle des bénévoles, pas seulement sur ce fameux accompagnement, mais en général. Parce que, alors, l'histoire des bénévoles, l'ADI, d'abord, c'est créé avec des bénévoles. Vous en êtes un? Oui, j'en suis un, parmi beaucoup. Elle s'est créée avec des bénévoles et grâce à des bénévoles. Elle s'est développée grâce à l'association des bénévoles et des salariés de l'ADI. Et elle n'existe aujourd'hui et elle n'a sa force et son impact que par cette association des salariés et des bénévoles. Alors les bénévoles, tout à fait à l'origine, en réalité, étaient fortement concentrés sur deux types de responsabilités. La première, c'était l'appartenance au comité de crédit, à une époque où nous n'avions pas d'outils, où il y avait beaucoup moins de délégations, et où donc tous les crédits passaient en comité de crédit. Donc c'est une fonction qui existe toujours, qui est aujourd'hui plus technique, plus spécialisée, plus concentrée sur les risques importants, mais qui existe toujours, qui à l'origine était, je dirais, le cœur. Et puis il y avait un deuxième élément tout à fait central, et c'est celui auquel vous faites allusion, qui est toujours complètement central, c'est celui de l'accompagnement. Tout simplement parce que pour accompagner des créateurs, il est préférable d'avoir des personnes qui ont des compétences, qui ont appris des choses dans leur vie, qui ont de l'expérience. Et bien souvent, les bénévoles, comme ils ont une activité professionnelle à côté, ou que lorsqu'ils sont retraités, ils en ont une, eh bien, ils ont un savoir-faire. Et c'est ce savoir-faire qui est extrêmement précieux et qui, évidemment, a été utilisé, si j'ose dire, par l'ADI, valorisé par l'ADI depuis l'origine pour donner toute sa valeur à l'accompagnement. Cela dit, l'intuition de Catherine Barbarou il y a quelques années, qui est absolument géniale. Qui était la précédente présidente de l'ADI. La précédente présidente de l'ADI, qui a succédé à Maria Novak et à qui j'ai succédé. Cette intuition de Catherine et de quelques autres au sein de l'ADI a été de considérer que les bénévoles avaient pas seulement la capacité d'accompagner, mais qu'ils avaient aussi la capacité de participer à l'ensemble des activités de l'ADI. Et ça a été la création de ce qu'on a appelé, pardon d'utiliser le jargon, mais beaucoup d'entre vous le comprennent, les équipes intégrées. L'équipe intégrée, c'est quoi? C'est une équipe dans laquelle on a en général, parfois 2 salariés et une équipe de bénévoles qui travaillent ensemble sur tout le scope en fonction des savoir-faire et évidemment des goûts de chacun, que ce soit dans la préparation des dossiers, l'instruction des crédits et l'accompagnement. Ce qui amène les bénévoles, c'est pour ça que je me permets de revenir sur votre question, non seulement dans la responsabilité d'accompagnement, mais dans l'ensemble des responsabilités qui sont nécessaires au fonctionnement de l'ADI dans son métier de prêteur et de conseil. Et je crois que c'est très important de le dire parce que bénévole à l'ADI, c'est quelqu'un qui a une dignité égale à celle du salarié, qui a un savoir-faire extrêmement important, et cette insertion, si j'ose dire, des bénévoles dans les activités de crédit de l'ADI est un levier extrêmement puissant de développement de nos activités. Je disais tout à l'heure qu'on était tout petit par rapport au potentiel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure. Dans cette société, cette économie nouvelle, il y a un potentiel énorme. Eh bien, une des manières d'y répondre, et elle est extrêmement importante, c'est d'embarquer nos amis salariés et nos amis bénévoles ensemble dans toutes les activités de l'ADI, parce que ça donne évidemment une capacité d'intervention à l'ADI très supérieure à ce qu'elle serait si, par exemple,
Seuls les salariés, comme c'était le cas autrefois, étaient en charge, par exemple, des procédures de crédit. Donc oui, les bénévoles ont plus que leur place, ils sont indispensables, et au sens propre du terme, indispensables, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de s'en dispenser pour que l'ADI puisse espérer répondre de mieux en mieux à cette énorme demande ou cet énorme potentiel qui est le nôtre. D'autant Voilà. qu'ils sont 1400 à l'ADI. Oui, pour, 1400 bénévoles pour 500 salariés, oui, c'est ça, ce sont les chiffres arrondis, mais c'est à peu près ça. Oui. Ce potentiel donc, de développement de la création d'entreprises et de l'activité de l'ADI, est-ce que vous pensez qu'il est corrélé au chômage? C'est Damien qui nous pose cette question et il nous demande si vous pensez que la courbe du chômage a un impact sur le nombre de microcrédits, le nombre de financement, le nombre d'accompagnement. Est-ce que vous pensez que l'évolution du chômage a un impact direct sur le nombre de projets que l'ADI est amené à accompagner? Enfin, je pense que la difficulté pour beaucoup de nos concitoyens, et notamment ceux qui sont les moins formés, à trouver un emploi, je reformule parce que c'est pas exactement le chômage, mais la difficulté de nombre de nos concitoyens à trouver un emploi pour cause de formation mal adaptée au monde du travail, aux grandes entreprises, évidemment, constitue un facteur de développement de l'ADI et du travail indépendant. Moi, je crois profondément que le rôle de l'ADI, bien sûr qu'il est d'autant plus essentiel, il est moralement d'autant plus fondamental que le chômage est important. C'est clair. Hein. On serait dans une société sans chômage, il y aurait probablement moins d'impératif moral à permettre à ceux qui ne le peuvent pas de créer leur entreprise. Mais pour les raisons que je disais tout à l'heure, je crois que c'est pas seulement le niveau de chômage, c'est pas seulement la problématique de l'emploi. Beaucoup de nos concitoyens souhaitent entrer dans le travail indépendant. Et ça, c'est la deuxième. Vous voyez, je crois qu'il ne faut pas être simpliste. Hein. C'est pas parce que on constate et on sait qu'il y a du travail indépendant subi qu'il faut oublier le fait que nous changeons aussi, la société change, et que de plus en plus de nos concitoyens, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, mais souhaitent être autonomes. C'est leur rêve. Et on n'aurait pas de chômage que ce serait la même chose. Et on n'aurait pas de chômage qui serait tout aussi difficile à une personne n'ayant ni réseau, ni formation ou spécifique, ni fonds propres au départ, ni capacité d'investissement. Ce serait tout aussi difficile pour elle qu'aujourd'hui de créer son activité. Donc je pense que oui, bien sûr, le niveau de chômage crée un impératif moral et génère un besoin absolu d'intervention d'une structure comme l'ADI pour permettre le retour à l'emploi de personnes qui auraient probablement des difficultés à trouver, en tout cas d'emblée, un emploi salarié. Mais ça n'est pas seulement ça. Et je crois que, bien plus profondément, l'ADI, la mission de l'ADI, l'intuition d'origine de Maria Novak est très, très profondément en phase avec une évolution aussi des attentes de beaucoup de nos concitoyens. Pas tous, tout le monde ne veut pas, ne souhaitera pas devenir entrepreneur. Mais je pense que nous avons un rôle à jouer pour que beaucoup de personnes puissent réaliser leurs rêves. Et moi, je sais que beaucoup d'entre vous ont cette expérience-là. Quand vous discutez avec des créateurs, et je sais qu'il y en a qui nous écoutent, chacun évidemment a sa propre histoire, chacun a sa perception de ce qu'il a vécu, mais je pense que beaucoup d'entre eux avaient un rêve, et ce rêve, c'était de créer son emploi. On a été hier signé une convention pluriannuelle avec un de nos grands partenaires, les banques populaires, et on a choisi de le faire non pas dans un amphithéâtre et dans un siège social avec des portes vitrées, mais de le faire chez un créateur financé et soutenu par l'ADI. Eh bien, on a mangé des caramels absolument exceptionnels que je recommande. Hein. Monsieur Caramel, c'est vraiment top. Deuxièmement, on mettra l'adresse en commentaire. Mais voilà. Deuxièmement, ces gâteaux au chocolat et au citron sont également exceptionnels.
Mais ce qui est intéressant, c'est que Monsieur Caramel, il est là parce qu'il voulait être là, parce qu'il a choisi d'être là. Et que s'il n'y avait pas eu la vie, il ne pourrait pas être là. Et ça, c'est pas parce qu'il était au chômage, Monsieur Caramel. Donc, voilà, oui, bien sûr, le fait d'être dans une situation de chômage important, et notamment pour des personnes peu qualifiées, c'est un motif extrêmement fort, extrêmement puissant, mais pas que. Vous parlez beaucoup des personnes qui ne sont pas qualifiées et on comprend que le manque de qualification est un vrai frein à l'entrée dans le salariat. Donc, si tout le monde ne peut pas être salarié, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Je crois que tout le monde ne veut pas être entrepreneur. Alors, on ne peut pas être entrepreneur quand on ne veut pas l'être. Quand on veut l'être, qu'on en a une réelle motivation, oui, je pense que tout le monde peut être entrepreneur. Et le niveau de diplôme, sauf à en être empêché parce qu'on n'a pas l'argent au départ, c'est quand même l'obstacle majeur, ou que on n'a pas la capacité de construire la clientèle, le réseau, qu'on n'a pas, voilà. Donc ça, c'est précisément le rôle de l'ADI que de lever ces obstacles, ces empêchements. Alors, dire que tout le monde peut être entrepreneur, ou tout au moins tous ceux qui le veulent, qui en ont le désir, qui en ont la motivation, hein, parce que c'est clair, peuvent l'être, c'est pas dire que n'importe quel projet est viable, hein, parce que être entrepreneur, c'est pas être dans le rêve. Et que je pense que tous les conseillers de l'ADI savent parfaitement que lorsqu'on arrive avec un projet qui tient pas debout, ça tient pas debout. Et donc, il faut changer, s'adapter, et il faut avoir effectivement quelque chose qui soit réaliste. Mais je crois que c'est ça, et dès l'origine, l'extraordinaire attractivité du modèle de l'ADI, c'est que c'est la confrontation perpétuelle du rêve et de la réalité. C'est pas un rêve, on n'est pas en train de dire que tout est possible, qu'il suffit de venir à l'ADI et que voilà, non, parce que on sait parfaitement que créer une activité, c'est énormément de volonté, énormément de persévérance, c'est des moments très difficiles, c'est beaucoup d'obstacles, et que ça se fait pas comme ça. Mais c'est de dire aussi que la réalité, elle n'est pas là pour fermer les portes, pour fermer les voies. Et cette confrontation entre le rêve et la réalité, c'est ce qu'on appelle, je crois, l'esprit d'entreprise. Hein. Et donc, oui, je crois que quand on a l'esprit d'entreprise et qu'on arrive à construire un projet viable, eh bien, on doit pouvoir y avoir accès. Et je pense que c'est ce que beaucoup de nos clients expérimentent. Alors, construire un projet viable, ça s'accompagne. Hein, il y a Robert, bonjour Robert, qui pose une question sur l'accompagnement en amont et il demande est-ce que l'ADI peut œuvrer davantage en amont des projets dans cet accompagnement? Oui, alors ça c'est un très vieux. Vous rappelez que j'étais à l'ADI depuis très longtemps. Depuis longtemps. Et c'est un très vieux sujet que cet accompagnement amont. On n'a jamais eu de doute sur le fait que l'ADI avait une responsabilité éminente, centrale, dans, on va dire, ce qu'on appelle depuis toujours l'accompagnement aval. C'est pas très joli. Donc, après la création. Après la création, que ce soit par des formations, on a fait peu, on va essayer d'en faire de plus en plus, que ce soit par un accompagnement, du coaching, un appui, que ce soit par des conseils. On sait parfaitement que beaucoup de projets ne se développent, ne sont pérennes que si le créateur bénéficie d'un appui, et c'est pas d'ailleurs pas seulement vrai pour nos clients à nous, c'est vrai pour la plupart, pour tous les créateurs d'entreprise, quel que soit d'ailleurs le niveau de capital qu'ils mettent au départ et l'ambition, ils ont besoin de conseils d'accompagnement. L'accompagnement amont, on a longtemps considéré qu'on le faisait, mais peut-être, voilà, si personne d'autre ne le faisait. Et vous mentionnez BGE, hein, c'est le nouveau nom des boutiques de gestion, qui effectivement est lui spécialisé dans l'accompagnement amont. En fait, ce qu'on constate, c'est que la réponse à la question est très très variable selon les personnes. C'est-à-dire qu'on a parmi nos clients des personnes qui, je dirais, sont dans une démarche de création d'entreprise construite, ancienne, sur laquelle ils ont eu éventuellement des formations et sur lesquelles le rôle de l'ADI en amont est nécessairement limité. On peut avoir un rôle d'ajustement sur le projet, ce que fait souvent le conseiller. Et on n'a pas, nous, à se mettre dans une position de passage obligatoire par un processus d'aide à la création d'entreprise. Et puis, on a beaucoup d'autres clients, et là, il y a toute une gamme, y compris des clients pour lesquels une aide extrêmement lourde au départ est utile et nécessaire, tout simplement parce que avoir une bonne idée et avoir de l'énergie,
ça ne suffit pas. Que construire un projet d'entreprise, c'est quelque chose qui est parfois complexe. Quand on n'est par exemple pas à l'aise avec l'écriture, quand on n'a pas l'habitude de se projeter. J'ai souvent entendu des créateurs dire moi je savais très bien ce que je vendais, comment le vendre. Par contre, le business plan, le plan d'affaires, la prévision de ce qu'il fallait que je fasse comme chiffre d'affaires pour tenir et tout ça, c'est pas quelque chose que je savais faire. Donc ça s'apprend au démarrage. Et oui, bien sûr, et je crois que l'ADI l'assume de plus en plus, nous avons une responsabilité vis-à-vis notamment de certains de nos publics, qui représentent une part importante de nos publics, mais pas nécessairement tout le monde, dans la formation initiale. Et d'ailleurs, permet de conclure cette réponse par un point d'actualité. Nous venons de créer, il y a quelques mois, une formation qui s'appelle « Je deviens entrepreneur », qui est clairement une formation amont, et qui vise à permettre à des personnes qui en ont besoin de se mettre à jour, de se mettre à niveau sur les fondamentaux de la création d'entreprise, donc les aspects administratifs, plan d'affaires, marketing, etc., pour avoir ces fondamentaux. Et ça, c'est quelque chose dans lequel, effectivement, on était relativement moins engagé dans le passé, sur lequel on a décidé de s'engager beaucoup plus aujourd'hui. À qui elle s'adresse cette formation « Je deviens entrepreneur » Elle s'adresse, est-ce qu'il y a des critères d'âge, des critères géographiques? Non, il y a plus de. Alors, elle est issue d'un certain nombre d'expériences que nous avons eues. Je vais peut-être pas rentrer dans trop de détails ici parce que c'est pas l'objet, mais elle est aujourd'hui. Elle est issue notamment d'une formation qui était très ciblée sur les jeunes, qui a très bien marché d'ailleurs. Et qui est bien sûr maintenant incluse, si j'ose dire, dans « Je deviens entrepreneur », mais aujourd'hui le spectre est beaucoup plus large et précisément elle est destinée à toute personne qui a un besoin de formation, on va dire, pour permettre la finalisation ou l'élaboration d'un projet viable de création d'entreprise et de travail indépendant. Donc partout en France et à tout âge. Je rebondis sur une question de Stéphane, ou plutôt un témoignage de Stéphane, qui fait écho à l'idée que tout le monde peut entreprendre. Il y a un public qui est particulièrement discriminé à l'emploi, pour l'entrée à l'emploi salarié, c'est les handicapés. Et Stéphane témoigne en disant « Merci à l'ADI d'avoir cru à mon projet, alors que je suis reconnu handicapé ». Donc c'est aussi, est-ce que ça peut être une voie aussi pour les personnes qui, du fait de leur handicap, ont un problème d'accès à l'emploi salarié, le travail indépendant, et quel est le travail que fait l'ADI à l'égard de ce public? Merci à Stéphane de son message, hein, c'est vraiment, voilà, ça fait plaisir de lire ça. Et non, moi ce que je dirais, c'est que je présenterai pas les choses comme ça. Je dirais que une personne qui souffre d'un handicap, c'est une personne qui doit avoir droit à un accès à l'emploi salarié équivalent à celle d'une personne ne souffrant pas de handicap, mais qui doit avoir droit aussi, de manière équivalente à une personne ne souffrant pas de handicap, au travail indépendant. Et donc une personne handicapée, une personne qu'elle soit handicapée ou pas, et qui a un projet, évidemment que l'ADI a vocation à lui permettre de surmonter les obstacles spécifiques. Je parlais tout à l'heure des obstacles. Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Tout le monde, il veut dire qu'effectivement, je crois avoir à peu près dit ça, toute personne qui a envie, qui a l'énergie, qui a un projet, doit pouvoir le réaliser, et on doit pouvoir l'aider à surmonter les obstacles. Alors, vous savez, obstacle, handicap, c'est les mêmes mots, les obstacles. Et parmi les obstacles, oui, il y a peut-être effectivement celui qui est spécifique à un handicap et qui rend, pour des raisons, de très mauvaises raisons, qui crée de la réticence chez certains. Évidemment que l'ADI n'en a pas. Et évidemment qu'une personne qui a un handicap, elle doit évidemment vivre avec ce handicap et adapter son projet éventuellement à ce que ce handicap lui rend plus compliqué. Mais c'est à nous de faire en sorte que s'il y a un sujet de mobilité puisse être résolu, que s'il y a un surcoût spécifique lié au handicap, précisément ce surcoût-là qui peut être l'obstacle. On peut avoir quelqu'un qui a la capacité de se lancer ou qui l'aurait eu s'il avait été sans handicap, mais dont le handicap fait qu'il y a un surcoût.
peut-être que c'est celui-là qu'on va permettre de financer. Je ne sais pas, hein, je parle en général parce que voilà, je ne connais pas la situation particulière de Stéphane, mais à l'évidence, en tout cas, le handicap ne doit pas être un empêchement en tant que tel à créer son entreprise. Et je suis très heureux de voir que c'est une réalité. Donc voilà, c'est la preuve. Sur la question de la mobilité, justement, on a une question de Michel qui demande si l'ADI ne devrait pas être un acteur majeur pour aider à la mobilité professionnelle dans le cadre de la transition écologique, de l'aide à la mobilité. L'ADI en fait, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? L'ADI est aujourd'hui un acteur majeur, en tout cas très important, d'aide à la mobilité professionnelle. D'abord, il faut savoir que dans les financements de projets que nous assurons, je parle des microcrédits professionnels, donc ce qui représente le cœur de notre activité et l'essentiel de notre activité. Il y en a une part très importante en réalité qui est un financement de la mobilité. Soit un financement de la mobilité permettant à un prestataire de services de prester ses services sur un territoire, soit à un commerçant de transporter ses marchandises. Donc on finance beaucoup de véhicules. Donc c'est de la mobilité. Des véhicules professionnels. Des véhicules professionnels ou des véhicules à usage professionnel. Et puis que par ailleurs, les collaborateurs de l'ADI le savent bien, d'autres peut-être moins, nous ne créons pas de frontières artificielles, et que lorsque un travailleur salarié a besoin d'un véhicule ou d'un moyen de transport pour accéder à un emploi ou pour rester dans l'emploi, nous le finançons aussi par un microcrédit, alors cette fois-ci qui n'est plus un microcrédit professionnel, mais qu'on appelle microcrédit mobilité, et qui vient financer finalement le seul équipement que l'employeur en général ne finance pas, à savoir celui qui permet d'aller au boulot. Donc nous sommes déjà un acteur très important de la mobilité professionnelle. Alors il y a deux questions, est-ce qu'il faut qu'on le soit de plus en plus? Oui, je veux dire que ça fait clairement partie de la vocation de l'ADI, tout simplement parce que l'activité professionnelle est très souvent, parce que c'est d'abord du commerce, liée d'une manière ou d'une autre à une capacité de mobilité. Et que ceci est d'autant plus vrai que parmi les territoires qui sont aujourd'hui certainement prioritaires pour nous, eh bien, il y a les territoires à faible densité, les villes moyennes, c'est-à-dire les endroits où il n'y a pas de transport en commun ou peu, les endroits où la voiture est un outil indispensable. Il faut bien savoir que ces zones rurales, ces zones urbaines de villes moyennes ou de petites villes sont celles qui aujourd'hui ont le plus besoin qu'on leur porte attention. Et c'est là que la mobilité, beaucoup plus que dans les métropoles où les déplacements sont beaucoup plus organisés, plus faciles, c'est là où la mobilité est un sujet essentiel. Donc évidemment, on doit devenir et rester un acteur important de la mobilité, tout simplement parce que mobilité et création d'activité, c'est très souvent la même chose. Il y a un deuxième sujet dans votre question, et celui-là est plus compliqué, c'est celui de la transition énergétique. Oui. Parce que il faut quand même bien voir que les personnes que nous finançons pour acquérir un véhicule, si nous les finançons, c'est précisément qu'elles n'ont pas la capacité seules d'acquérir un véhicule. Et donc, lorsque on est sur un financement à 5 000 euros ou 7 000 euros, tant que le coût d'un véhicule énergétiquement optimal, véhicule électrique ou que sais-je, en acquisition ou en fonctionnement est plus élevé que le coût d'un véhicule traditionnel, il est sûr que dans un plan de financement, ça passe difficilement. Et ce que je vous dis là, c'est ce qui a été exprimé, on le sait tous, on est dans le monde réel, on n'est pas dans un monde théorique et coupé du réel, c'est ce qui a été notamment, mais très fortement exprimé au cours des dernières semaines sur les routes et les ronds-points de France par toutes les personnes qui ont dit non, c'est pas possible. Donc je crois que nous avons évidemment à réfléchir à ce rôle. Nous ne pouvons pas le faire sans les pouvoirs publics, parce qu'en réalité, la question nous sommes dans l'économie réelle. Et dans l'économie réelle, quand moi, pour développer mon activité, j'ai un plan de financement qui est serré, où je dois payer mes matières premières, mon essence, etc., que je n'ai pas la capacité de financer un investissement beaucoup plus cher et beaucoup plus coûteux que celui que j'ai inclus dans mon plan de financement initial, en gros, c'est soit mon emploi, soit rien. Et donc, je choisis mon emploi. Et donc, le rôle de l'ADI, c'est évidemment de faire en sorte que
on soit le plus possible dans le durable. Alors ça peut se faire en finançant des activités qui sont des activités durables, ça on le fait évidemment, mais là je dirais c'est facile, il y a un projet, il est en soi un projet durable et donc on le finance, et on en fait beaucoup. Mais lorsqu'on est dans une activité qui n'est pas intrinsèquement une activité durable, hein, du commerce, etc., la question d'arriver à financer un investissement qui soit le plus possible favorable à la transition énergétique, elle dépend, et là je le dis de manière très claire, du niveau d'intervention des pouvoirs publics pour égaliser les conditions économiques, parce que sans ça, c'est pas possible. Et donc, bien sûr, on a cette question-là, et elle est de plus en plus présente dans nos réflexions, à la fois dans les choix que nous faisons en termes d'orientation des investissements, de choix des projets, etc. Parce que voilà. Mais ceci dit, les projets sont ceux que nos clients apportent et portent. C'est pas nous qui les portons, c'est pas nous qui les inventons. Et donc, c'est fondamentalement dans le niveau d'intervention de la puissance publique en termes de coûts comparés d'investissement durable ou d'investissement non durable que se trouve la clé. Et donc, nous sera évidemment toujours à la pointe pour faire en sorte que tout ce que la puissance publique apporte qui permet de favoriser les investissements durables soit effectivement mis en œuvre, utilisé de telle manière que ça ne reste pas lettre morte, évidemment. Et je dirais que sur ce sujet-là, je conclurai en renvoyant la question, hein, parce que vous me posez une question, mais sur un sujet qui est très très mouvant, très mobile. Et donc je dis, au sein de l'ADI, on l'a dit dans notre plan stratégique, il faut que toutes les bonnes idées sortent. Et nous, on est demandeurs des bonnes idées, des expériences à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce sujet qui est évidemment un sujet absolument majeur pour nous tous, hein. On n'est pas dans le rêve, on est dans la réalité. Un plan de financement, on le sait tous, il est ce qu'il est et on ne peut pas le charger parce que sinon il ne tient plus. En revanche, on peut avoir des bonnes idées, faire en sorte que tel projet soit orienté du bon côté au sens de la transition énergétique et que nos interventions, nos produits, notre lobbying aussi, ce que nous disons au pouvoir public, soient contributifs à la maîtrise du changement climatique, qui est évidemment notre préoccupation à tous, y compris dans notre activité en tant qu'ADI. Voilà, donc j'ai une réponse qui est un peu ouverte, hein, j'ai pas de réponse simple à ça, mais il est clair qu'on est en chemin et qu'on doit intégrer cette dimension-là de manière centrale dans nos réflexions, dans nos produits, mais que ça dépend quand même d'abord de la manière dont les pouvoirs publics arrivent à équilibrer, à égaliser les coûts d'investissement entre les différents types d'investissements, générateurs de carbone par exemple, ou plus ou moins favorables à l'environnement. Une dernière question, merci Frédéric Lamire, une dernière question pour conclure. L'ADI communique, prend la parole régulièrement 3 fois par an sur la création d'entreprises. Vous dites que tout le monde peut devenir créateur d'entreprise, mais aujourd'hui, il y a à peu près un tiers des Français qui s'imaginent créateurs d'entreprise un jour. Donc il y a 70% des Français, pas encore. Est-ce que vous pensez que c'est lié à de la peur? Est-ce que vous pensez qu'il y a des représentations à faire évoluer sur ce fameux travail indépendant? Est-ce que vous pensez que ça aussi, ça fait partie du rôle de l'ADI? Alors, bon, c'est une bonne question de conclusion parce qu'elle est très ouverte. Je ne crois pas que la vocation de l'ADI soit de convaincre 100% des Français qu'il faut qu'ils deviennent entrepreneurs. Enfin, ça n'a aucun sens. On n'est pas là pour faire une sorte de prosélytisme. Je crois que l'économie est construite par des entreprises de petite taille, moyenne, grande. Elles ont des salariés, elles ont besoin de leurs salariés et il y aura toujours de l'emploi salarié, c'est souhaitable. Et puis, il y a des gens qui souhaitent être dans un emploi salarié et qui sont très heureux. Donc, c'est pas notre but de convaincre tout le monde qu'il faut absolument devenir entrepreneur. Je crois qu'on n'est pas dans cette logique-là. C'est pas de l'évangélisation. Non, je crois que ce qui est important, c'est que tous ceux qui, soit parce que leur formation, le métier dans lequel ils sont et dans lequel ils ont envie de travailler, en réalité est un métier qui trouvera ses débouchés dans le travail indépendant. Ceux-là, il faut leur expliquer que il est là le travail indépendant et que si c'est pas du travail salarié, eh bien ça sert à rien de s'exténuer. Il faut le créer et c'est possible. Cela, il faut effectivement leur apprendre. Et là, il y a sans doute effectivement un travail d'évolution des mentalités. Il y a des pays autres que la France dans lesquels c'est plus spontané. Dans certains pays, certains métiers, voilà, on sait très bien que on se lance, on peut le faire et c'est possible et on le fait. Donc oui, là, on a certainement à expliquer, à convaincre, à dédramatiser. Et puis il y a des gens qui, vous l'avez dit, ont un rêve, mais on reste au rêve parce que se disent bon, de toute façon, c'est pas pour moi. À ceux-là, il faut qu'on les aide à
lorsque c'est possible, lorsque le rêve a une certaine substance, qu'on les conduise à se convaincre que ce rêve peut devenir réalité. Et lorsque ça arrive, c'est assez merveilleux, quoi, pour tout le monde. Pour tout le monde. On va conclure là-dessus. Je pense qu'on ne pourrait pas mieux conclure. Merci beaucoup, Frédéric Lavenir, de vous être prêté à ce premier exercice des regards sur l'écho et d'avoir ouvert cette nouvelle série des Facebook Live de l'ADI. Merci à vous. C'est trop court, hein. C'est beaucoup trop court. C'est beaucoup trop court. Mais oui, il faudrait qu'on puisse rester beaucoup plus longtemps. Bon, si c'est trop court, ça veut dire que ça a été un agréable moment. Ah, pour moi, oui, c'est sûr. Bon, ben parfait. J'espère que ça a été un moment aussi agréable pour vous. En tout cas, vous avez été nombreux et à nous suivre et à participer, à nous poser des questions et à partager vos commentaires et vos propositions. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement pour un prochain rendez-vous des Facebook Live de l'ADI, un prochain regard sur l'écho. On ne vous dit pas encore avec qui, mais en tout cas, on saura bientôt vous proposer un contributeur aussi intéressant que Frédéric Lavenir. On vous souhaite une très, très bonne soirée et on vous dit à bientôt. Bientôt.